Welcome to the Private Equity Exchange 2007, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. The Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Role and incentives of the top management, the management package, its risks and opportunities, and beyond. Je vais essayer de planter très rapidement, en quelques mots, le décor de ce panel. Parce qu'en fait, le cabinet Wilinski, Scotto et nous-mêmes avons été un peu les pionniers dans le domaine du conseil en management, puisqu'on a introduit ce métier il y a quelques années, à l'époque où les managers qui se retrouvaient en situation de faire un LBO appelaient plutôt un chasseur de tête qu'un conseil financier pour se faire assister. Donc tous les ans, on a essayé avec le cabinet Scotto de faire passer un certain nombre de messages clés. Et alors, je vais essayer de vous en rappeler quelques-uns. Le premier message, ça avait été de vous convaincre, de convaincre les managers qui faisaient une opération de LBO de prendre un conseil financier. Aujourd'hui, c'est devenu presque une évidence et on le rappelle presque pour la forme. Le deuxième message clé, c'était qu'une opération de LBO ne se subit pas. Le manager doit avoir un rôle actif dans le processus. Aujourd'hui, c'est presque aussi devenu une évidence. Un autre message important, c'était que la qualité du package, bien évidemment, dépend de la qualité des conseils, mais elle dépend surtout et avant tout de la qualité de l'équipe de management. Ça, déjà, c'est un message un peu plus difficile à entendre, et on va y revenir tout à l'heure dans le cas pratique que Tariq va développer. Alors, le marché a beaucoup évolué ces dernières années, et aujourd'hui, il est devenu, pour la plupart des fonds d'investissement, je dirais pas encore une évidence, mais une certitude que la valeur doit se partager avec l'équipe de management. Alors on s'est dit avec le cabinet Scotto que cette année on allait essayer de vous développer une nouvelle idée et un nouveau message. Et on s'aperçoit en regardant un petit peu les opérations qui se sont passées sur les derniers mois que les opérations de LBO ne se font pas avec des managers, elles se font d'abord avec des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, comme la plupart des grands entrepreneurs, ont des rêves. Et le rêve, bien sûr, au-delà de l'enrichissement personnel et de la création d'un patrimoine, c'est le rêve de pouvoir réaliser un projet et créer et contrôler son entreprise. Et j'en resterai là. Je peux vous citer quelques cas, quelques exemples, des exemples un peu plus anciens, comme par exemple le LBO Loxam, où après plusieurs LBO successifs, la direction générale de l'entreprise, le management a pris le contrôle de son entreprise, ou plus récemment le LBO Seva, où le management savait ce qu'il voulait, a choisi son partenaire financier et a évité la vente aux enchères, tout en étant équitable avec son partenaire financier, mais néanmoins éviter la vente aux enchères. Le dernier exemple, je laisserai tout à l'heure Tariq, un des exemples qui a été important, qui est peut-être moins connu en France, mais qui est important, qui est l'opération Iceman, dont on aura l'occasion de présenter le détail de l'opération tout à l'heure. Je passe la parole à Henri. Merci Noël. Bonjour à tous. L'idée de la présentation était d'aborder un thème qui effectivement nous tient à cœur, qu'on avait développé l'année dernière déjà, mais qu'on ne cessera jamais de marteler en tant que conseil en management, c'est l'idée du rôle central que le management tient dans une négociation de LBO.
Alors ce rôle central, c'est pas un vain mot, c'est une idée qui fait son chemin depuis un petit moment. C'est une idée que, notamment avec l'équipe de Noël, nous essayons de vulgariser auprès des managers. C'est l'idée que le management, en tant que créateur du business plan qui va être soumis à un fonds d'investissement, en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur et en tant qu'investisseur, joue le rôle important du LBO. Nous espérons qu'il tient le premier rôle, mais il tient en tout cas un rôle très important dans le LBO. Et ce rôle-là, il va falloir qu'il le joue et qu'il le vive pendant toute la durée du process. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette opération de LBO, elle ne doit, comme le disait Noël, pas être subie, elle doit être préparée, elle doit être organisée le plus longtemps possible à l'avance, pas dans un but de préméditation, de mauvaise foi vis-à-vis de l'actionnaire ou de l'employeur, mais au contraire pour organiser sa position d'investisseur dans une opération de LBO. Si on fait un parallèle assez simple, on voit que les actionnaires vendeurs ou les acheteurs financiers s'organisent très en amont dans une opération. On voit mal la raison pour laquelle des managers qui eux-mêmes sont investisseurs et qui vont apporter une valeur ajoutée essentielle à l'opération ne devraient pas s'organiser très en amont, choisir des conseils, réfléchir aux problématiques qui sont essentielles pour eux en termes de gouvernance, en termes de droit et de respect mutuel avec les futurs partenaires, en termes de respect justement des objectifs industriels que le management a tenté de fixer, en termes de partage de valeur, c'est un point qui est effectivement important. Donc on ne voit pas pourquoi ces questions-là ne devraient pas être réfléchies très en amont, le plus tôt possible, pour éviter justement que le processus de cession soit un processus conflictuel et passionné, et au contraire avoir pu mettre ces questions-là le plus tôt possible sur le côté de la table pour se consacrer à la réalisation de l'opération. Donc c'est un aspect sur lequel on coach, on mentalise les managers avec lesquels on travaille, avec les équipes de Noël, pour leur faire comprendre que cette situation-là, qui évidemment crée ce qu'on avait appelé une schizophrénie chez eux, ne doit pas générer de sentiment de culpabilité. C'est un message que l'on veut à nouveau faire passer. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on est manager, quand il y a un processus de LBO que l'actionnaire veut organiser. Il n'y a pas de culpabilité à avoir vis-à-vis de son employeur et de son actionnaire de référence à s'organiser en vue de réaliser une opération d'investissement à risque sur son patrimoine en compagnie d'un ou de plusieurs investisseurs financiers. Donc ce premier point, on le répète, et pour nous, il est clé dans toute l'approche du management package. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant sur le cas pratique de la société Heisman, donc avec Tariq et Franck. Donc, je sais pas, lequel de vous deux préfère commencer pour présenter le deal, revenir un petit peu sur sa source. Alors, ce ne sera pas moi pour commencer. Donc, et comme toutes les bonnes choses se font attendre avant d'écouter Franck et sur le témoignage sur sa transaction, je vais vous dire quelques mots sur le sujet de façon générale, en vous posant 4 questions et en essayant d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Donc là, vous avez... pourquoi on vous parle de ça? Peut-être si on peut passer le slide suivant. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance intervient de façon générale sur le Management Advisory sur toute l'Europe. Donc on a une vision des pratiques en matière de traitement des équipes de management, non seulement sur le marché français, mais sur un marché élargi. Et une des choses qu'on entendra dans le témoignage de Franck, c'est qu'effectivement les pratiques ne sont pas uniformes
Et par exemple, entre la France et l'Allemagne, les pratiques peuvent être assez différentes. Donc avant d'entrer dans le deal Iceman, je voulais aborder 4 questions. La première, c'est souvent quand on rencontre les managers pour la première fois, ils nous demandent des benchmarks de package management. Ils nous posent la question, est-ce qu'on peut avoir des benchmarks? Donc la réponse à cette question est non. Et je vais vous expliquer les 2 raisons à cela. Et le plus simple, c'est de dire qu'est-ce que c'est un management package. Bon, d'abord, ça tourne autour du management, on vient de l'entendre. Il n'y a pas 2 équipes de management qui se ressemblent. Donc on n'est pas dans un marché de commodity. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez chacun vos projets, chacun vos personnalités, chacun vos marchés, et vous ne vous ressemblez pas. Et donc on ne peut pas comparer un package à un autre pour cette simple raison-là. Le deuxième aspect qui fait qu'on ne peut pas avoir des benchmarks bêtes et méchants, c'est que les packages ne sont pas aussi simples qu'un prix d'entreprise. Les packages sont multidimensionnels. Ce qui nous amène au deuxième point de qu'est-ce qu'il y a dans un package management. Donc on a tendance souvent à simplifier la notion de package management à la répartition du gâteau au moment du débouclage de l'opération. Ce qu'on présente sur le slide suivant, si on peut faire avancer la présentation, c'est qu'il y a plusieurs aspects dans un package management. Il y a évidemment l'aspect cash-in, cash-out. Donc quel est le niveau d'investissement qui est attendu de l'équipe, quel est le profil de risque. Mais après, il y a toutes les conditions de cohabitation entre le manager et son partenaire financier, des conditions de mariage, les conditions de divorce. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un événement au vu de l'investissement, type un recap, type des opérations de build-up, qui peut avoir un impact favorable sur le TRI de l'investisseur, qui peut sortir du test d'investissement initial, qui peut avoir des implications de dilution du management s'il n'est pas en mesure de suivre une augmentation de capital, même si c'est une augmentation de capital qui peut être pour financer une opération relative. Tout ceci est aussi important que la répartition prévue dans l'allocation du capital à l'entrée, peut-être un système de ratchet pour donner un mécanisme d'accélération. Donc le package doit s'apprécier en fonction de la situation de la société, du projet de la société, de la probabilité de la réalisation de ce type d'événements et de leur traitement. Et on peut prévoir beaucoup de choses à l'avance, ou on peut attendre l'événement et puis négocier en cours de deal. Bien évidemment, il est préférable de prévoir les choses à l'avance. Après, il y a des conditions de débouclage de l'opération. Est-ce que le management va subir l'envie du fonds en termes de timing et façon d'organiser la sortie de l'opération? Que se passe-t-il en cas de sortie anticipée? Tous ces aspects-là font part également du package management. Donc, pour ces raisons-là, pour cet aspect multidimensionnel de l'équation, on ne peut pas comparer un package à un autre. Maintenant, je vous ai dit qu'on ne peut pas donner des benchmarks, mais on illustre ça aussi en vous donnant des benchmarks, si on fait marche arrière. Et ça vous montre, on a ploté sur un ensemble de transactions sur lesquelles nous avons été conseils, la participation du management par rapport à la valeur de la transaction. Et vous voyez qu'il serait difficile de mettre une ligne de régression avec une probabilité assez significative. C'est vraiment extrêmement hétérogène. Donc ça vous illustre la réponse que je vous ai donnée, qu'on ne peut pas vous donner de benchmark. Après, on a regardé le rapport entre la participation du management et le coupon attaché aux OC du fonds. Parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir du capital, mais le capital se fait diluer tous les ans par le coupon des OC qui tourne. Donc ces 2 aspects-là, on ne peut pas les séparer. Et on voit également qu'il n'y a pas vraiment de corrélation. Donc ces éléments-là sont basés sur les transactions que nous avons réalisées
et c'est pour vous illustrer qu'il faut traiter chaque cas au cas par cas. Maintenant, on parle du package management. Je voulais vous poser la question, pourquoi le package management? Et pour prendre un peu de recul sur le sujet, je vais m'inspirer d'une citation de notre ami Gonzague de Blinière. À l'époque, il était président de l'AFIC. Il a fait un très beau discours où il a expliqué à la place que le métier des fonds d'investissement n'était pas d'acheter des boîtes, c'était de soutenir des projets de management. Donc une fois qu'il a dit ça, pour moi, tout en découle. Parce que si on achète des boîtes, on peut avoir des salariés qui nous gèrent des boîtes. C'est d'ailleurs ce que font les industriels. Mais si le métier de vos partenaires financiers, c'est de soutenir des projets, des équipes de management, ça vous met au cœur de le débat. Et c'est pourquoi le management a son importance. C'est pourquoi les fonds d'investissement cherchent à vous intéresser sur vos opérations. Et c'est ce qui légitime le partage de plus-value parce que on finance vos projets. Donc ça, il faut que vous ayez conscience de votre importance dans le dispositif. Donc c'est un point très important qu'il faut pas perdre de vue. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, quels sont les facteurs qui vont déterminer la qualité du deal pour le management? Alors, ils sont nombreux. J'essaie de prendre 3 facteurs qui me semblent le plus importants. Il y a d'abord cette question de projet. Et un projet, c'est la vision industrielle que vous pouvez avoir. Et c'est le dispositif humain, donc vous et votre équipe, qui est là en place pour mener à bien ce projet. Donc, comme a dit Noël et Henri, la qualité du package est dépendante de la qualité de l'équipe et la qualité de son projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la qualité du package va dépendre en grande partie de qui est votre partenaire financier. Ceux qui ont mené leur premier LBO dans la salle ont probablement une vision partielle des fonds. Ceux qui ont mené 12 ou 3 opérations doivent bien se rendre compte qu'il n'y a pas 2 fonds sur la place qui se ressemblent. Chaque fonds a sa capacité d'apprécier un secteur, sa capacité à apprécier l'intérêt d'une transaction par rapport à une autre, sa personnalité. Même au sein d'un fonds, il y a des partenaires qui peuvent avoir un fit chimique différent avec une équipe par rapport à une autre. Donc il est très important pour les équipes de management de trouver le partenaire financier qui aurait le plus grand appétit pour votre transaction, pour votre équipe et pour votre projet, parce que c'est son appétit qui va déterminer son envie et la crédibilité qu'il accorde à votre projet, et donc sa capacité à partager les fruits de la transaction avec l'équipe de management qui décide de backer. Et puis, il y a un aspect aussi de culture de fonds. Il y a des fonds qui ont plus une culture de partage que d'autres. Donc ça, il faut juste le savoir. Donc, ce sont les facteurs qui vont déterminer la qualité du deal pour le management. Donc, quand on a compris ça, donc comment, dans la pratique, est-ce que vous allez arriver à optimiser votre deal avec votre partenaire? Donc, si on revient à cette question de projet, il est très important que vous arrivez à articuler votre projet de façon très claire, très succincte, dans un langage compréhensible pour un fonds. Et c'est-à-dire, il faudrait que vous mettiez à la place du fonds également, que vous vous posiez la question quel est le rendement attendu par le fonds, de façon à déterminer si c'est le type d'opération qui devrait s'adresser à ce type de fonds ou non. Il est important que vos prétentions en termes de package avec ce fonds soient cohérents avec votre projet. Donc, par exemple, sur les transactions, nous avons eu des cas où nous avons réussi à négocier avec des fonds des clauses de lock-up, c'est-à-dire le fonds ne peut pas déclencher la sortie, même si le fonds est majoritaire et les fonds sont toujours très regardants sur la liquidité de leur investissement. Il y a des fonds qui ont accepté sur les transactions d'être lockés, donc bloqués sur la sortie pour une durée déterminée,
parce que c'était cohérent avec le projet du manager, parce que le manager avait un projet de build-up ou avait un projet d'investissement où pour réaliser cet investissement, il fallait au moins 2, 3, 4 ans. Et donc, il a pu négocier, expliquer au fond le rapport entre son projet et les conditions du deal qu'il souhaitait. Et cette cohérence, c'est ce qui a donné la force dans la négociation pour arriver au deal que souhaitait le management pour mener à bien son projet. Et le fonds l'a accepté parce qu'il a vu que c'était créateur de valeur et cohérent. Donc il faut qu'il y ait cohérence entre votre projet et vos prétentions. Après, il faudrait que vous adressiez à la bonne population de fonds. Donc il faut avoir une bonne vision au niveau de qui sont les acteurs sur la place. Et si vous y prenez tard dans le processus, vous allez rencontrer au pire un seul fonds, c'est le fonds que vous allez vous livrer votre actionnaire précédent. Donc il est évident que dans ces cas-là, vous pouvez faire au mieux de la limitation de dégâts. En revanche, si vous faites comme a préconisé Noël et Henri, et vous y prenez en avance, vous pouvez voir une population de fonds plus importants de façon à trouver le fonds qui va le mieux adhérer à votre vision, à votre projet. Et c'est tout à fait dans l'intérêt de vous et dans l'intérêt de votre actionnaire de trouver le fonds qui a le plus d'appétit pour l'opération. Et ça suppose que vous avez un discours transparent et en amont avec votre actionnaire de façon à ce que vous défendiez vos intérêts et qu'ils comprennent que vous défendiez également les intérêts de votre actionnaire précédent et que les règles du jeu sont claires. Donc, je vais terminer sur ce dernier point au niveau de mon introduction. Et maintenant, je vais passer la parole à Frank Hofer, que j'ai l'honneur d'avoir conseillé sur l'opération Iceman. Pour peut-être vous présenter Frank, Frank est un entrepreneur de longue date, qui avait une vision vraiment très claire de ce qu'il voulait faire avec son entreprise. Et grâce à cette vision et sa conviction sur le sujet, il est maintenant dans le cas des entrepreneurs qui sont devenus majoritaires dans leur entreprise. Donc Frank a pris le contrôle majoritaire de Iceman dans cette opération cette année. Et je vais passer la parole à Frank pour vous donner ses témoignages sur cette opération. Merci. Voilà, peut-être d'abord quelques mots sur Iceman, pour que tout le monde sait donc de quoi on parle. Iceman, c'est une société donc, qui est de la vente directe et qui vend des surgelés à domicile, comme vous le connaissez, donc de Agrichel, Maximo, Touparchel, toutes ces compagnies-là qui ont des camions et qui visitent donc, les clients toutes les 3 semaines pour leur proposer de la glace et des surgelés. Nous réalisons donc un chiffre d'affaires de 530 millions, donc qui est réparti principalement sur le pays, donc Allemagne, France, Espagne et Italie, et sur certains petits marchés, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Suisse. Voilà. Peut-être la première chose que je voudrais dire, c'est on a fait notre premier pas vers le private equity en 2004, où on a fait un MBO. On est sorti à l'époque donc, du groupe Nestlé et on a fait donc, la deuxième opération cette année pour prendre le contrôle. Si je peux comparer notre premier pas par rapport au deuxième, je dois dire au premier pas on a fait des erreurs. Les erreurs c'était, voilà, on était des mecs donc, qui bossaient dans l'opérationnel de notre business, on est des spécialistes de la vente directe, on s'est recruté, motivé des vendeurs et faire marcher une boîte comme ça. Mais on n'est certainement pas, donc on a été certainement pas suffisamment averti sur l'ensemble des possibilités, de la façon donc de faire donc de l'ingénierie donc financière par rapport donc à ce genre d'opérations. Et on a négocié, à la limite, avec nos moyens, un conseiller donc je dirais des plus petites envergures qu'on a pris donc presque à la fin. Qui est intervenu encore pour sauver donc deux droits conneries qu'on aurait encore souscrit et on a donc fait un deal moyen. Je dis pas catastrophique, mais il était moyen. Et on s'est rendu compte évidemment que beaucoup plus tard parce que on apprend. Alors
Sur la deuxième opération, on s'est déjà dit, voilà, mais on a réalisé un très joli parcours. Donc, c'était une boîte qui, en 2004, donc, était dans une situation de quasi turnaround. Hein. Donc, alors, on a fait une très bonne évolution dans les 3 dernières années. Alors, il y avait beaucoup d'augmentation de valeur. Et donc, on est devenu plus vif donc, sur le sujet et on s'est rendu compte que sans conseiller, donc, c'est impossible d'opérer en tant que manager parce que vous ne pouvez pas travailler dans votre propre business et en même temps donc vous occuper donc de tout ce qui est voilà, j'appelle ça ingénierie financière, donc c'est pas un très joli terme, mais je crois donc pour moi ça décrit donc l'ensemble des opérations autour. Donc vous pouvez pas vous en occuper, vous pouvez pas développer les savoir-faire, alors c'est très très important. Et je me rappelle, c'est-à-dire pour moi personnellement, je peux dire c'était donc un hasard comment on y est arrivé, comme anecdote. J'ai joué dans une partie de golf avec un gars que je connais donc, depuis pas mal de temps. Et un dimanche, donc voilà, on est donc au premier trou et je lui raconte, voilà, on va faire le LBO. Il me dit, tu dois absolument te faire conseiller. Donc c'était donc un chef donc d'une très grande maison donc de Pricewaterhouse France, voilà. Et donc je lui faisais confiance et j'étais donc bien conseillé par là. Parce que ce qui nous est arrivé après, c'était en fait une stratégie de overall. Ça veut dire, donc on a essayé de pousser très très fort on a fait donc au moment de LBO une très forte pression sur nous. Et cette très forte pression, donc on n'aurait pas pu résister. Parce que c'est tellement vite que les événements se déroulaient que donc la seule chose était de dire voilà, stop. Vous faites plus rien, donc voilà, il faut d'abord donc prendre donc une période de réflexion. Voilà notre conseiller, on va s'asseoir. Donc c'était pas très bien accueilli, donc ça fait donc comment dire stopper un moment le processus et après tout le monde donc se reprit et donc les choses commençaient à débattre donc sur un niveau professionnel d'équilibre. Ça c'était très important. Alors je peux uniquement dire à tous ceux qui sont dans une situation pareille, donc prenez-vous donc un conseiller et ne vous laissez pas overroller donc dans un processus trop rapide. La deuxième chose qui est très importante, je pense, il faut pas opérer donc tout seul en tant que CEO. Dans mon état, dans mon cas précis, nous sommes une équipe multinationale. Ça veut dire, nous avons des gérants en Italie, nous avons des gens qui sont très importants donc, au sein de l'équipe française, au sein de l'équipe allemande. Et il y en a donc 4 donc, qui font l'équipe. Et ces 4, il faut les absolument prendre avec. C'est-à-dire, nous nous sommes retirés donc, pendant le processus au minimum, je crois, 4-5 fois donc, aux étangs de Corot. Ici dans 92 et on a fait donc des sessions de 2-3 jours où on a débattu de toutes les options, des objectifs qu'on voulait vraiment atteindre et donc par là on a eu donc un bon consensus au sein de l'équipe parce qu'après cette équipe-là elle doit souscrire donc à ce qui a été donc à ce qui est convenu et pendant la négociation ça renforce votre position de négociation. Parce que plus que vous êtes sûr que l'ensemble donc, de l'équipe managériale a des reprochés aux objectifs, plus vous pouvez donc être très déterminé dans la négociation. Après, troisième point, c'est un point, je crois, dans la détermination des objectifs. Il y a donc d'un côté les objectifs entrepreneuriaux, qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est-à-dire il faut bien savoir donc, qui sont les objectifs dans les 5 ans à venir, quels sont probablement donc, les investissements que vous devez demander, que vous devez financer, et là-dessus, il faut être clair. De l'autre côté, je crois aussi que ça c'est donc prochain numéro, donc objectif numéro 1. Objectif numéro 2, c'est il faut jamais oublier, malgré le fait que voilà, des managers ou des entrepreneurs, ils peuvent gagner beaucoup d'argent dans ce genre d'opération, que tout d'abord, avant de gagner soi-même de l'argent, c'est donc l'intérêt de l'entreprise qui prévaut tout. Ça veut dire qu'il ne peut jamais agir donc, de se mettre un maximum dans la poche
en endettant donc l'entreprise donc, jusqu'à ce que ça ne peut plus s'ouvrir. Donc ça c'est quelque chose que je peux uniquement donc déconseiller à fond. Alors il faut absolument que vous sachiez que cette entreprise, mais elle doit aussi fonctionner quand l'équipe donc, qui a fait l'LBO peut-être n'est plus là parce que voilà elle est tombée du ciel ou quoi que ce soit. Alors très très important. Troisième chose, évidemment, le package en soi-même. Donc il est important s'il y a de la performance. Je considère que c'est tout à fait normal que le management donc a donc un package intéressant. Voilà. Alors, quoi d'autre Sinon, on parle donc du fait entrepreneur. Évidemment, je crois que c'est très important pour les deux côtés d'ailleurs de bien savoir donc si on est entrepreneur. Il y a certainement aussi des managers mais qui sortent peut-être des groupes ou qui sortent de situations et qui ne le sont pas. Pour eux, c'est donc extrêmement difficile, je pense, de participer dans ce genre d'opération. Et pour leur entreprise, c'est un danger s'ils ne sont pas entrepreneurs, mais s'ils restent salariés dans leur tête. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer dans le processus. Par contre, un bon signe toujours, c'est-à-dire si on est entrepreneur, donc il faut surtout négocier pour ne pas se faire anéantir. Anéantir, je veux dire par là, donc on devient en fait, c'est-à-dire il y a trop de règles. Voilà, donc si vous voulez embaucher un gars de 50 000 euros, pour un exemple, donc vous devez donc demander l'aval donc avec votre fonds actionnaire. C'est ridicule. Ça veut dire là, ça devient donc complètement ridicule parce que dans ces cas-là, ce n'est plus une transaction donc qui se passe donc au niveau entrepreneurial. Ça devient donc du petit salarié qui demande à son chef, est-ce que je peux donc embaucher un mec de 50 000 euros? Alors ça ne va pas. Alors ce genre de choses, donc il faut les négocier et de temps en temps, les fonds, malgré donc leur revendication donc qu'ils veulent les entrepreneurs, ils ont la tendance de les vouloir donc ménoter en tant que salariés. C'est là où il faut dire, il faut négocier, il faut leur dire, et je crois que c'est encore une fois très important que le conseil donc intervient et que ce n'est pas là il n'y a pas de benchmark, mais il y a quand même beaucoup d'expérience qui peut intervenir dans la discussion. Et si vous arrivez au sponsorless, dans ce que j'ai appris tout à l'heure, que sponsorless, ça veut dire donc minoritaire, majoritaire. Alors, si le management donc veut passer à majorité, je crois, ça doit être le but donc de toute cette opération-là. C'est soit vous sortez donc très vite après une opération, soit vous êtes vraiment entrepreneur. Si vous êtes vraiment entrepreneur, vous voulez avoir 100% de cette boîte, non? Parce que votre cœur, il est dans votre entreprise. Vous avez une vision pour cette entreprise et vous voulez pas avoir d'autres donc, qui sont à la longue donc là-dedans. Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire donc sur mon expérience. Merci. Pour terminer ce panel, je vais redonner la parole à Henri qui nous présentera en fait une note de conjoncture et les évolutions en fait au niveau du management sur les 6 derniers mois. Je vais avoir du mal à parler après Franck parce que c'était un témoignage qui venait du fond du cœur. Et c'est bon d'entendre ça. En plus, j'ai bu ses paroles. C'est de la publicité gratuite, c'est parfait. Juste quelques mots sur l'actualité du management package depuis le mois d'août. Vous savez qu'il s'est passé quelques petites choses sur le marché du crédit depuis le mois d'août. On a constaté que l'actualité était assez riche, tant sur le plan financier, juridique et fiscal pour les management packages. On a essayé de vous retracer ça dans des slides. Ça, c'est les slides de Tariq. Je peux parler à partir des slides de Tariq aussi. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Bon, sur l'actualité financière, première question, est-ce que les management packages que l'on négocie depuis le mois d'août sont impactés par la crise du subprime? Réponse, non. De ce que l'on voit depuis ces derniers mois, les packages n'ont pas été impactés. Évidemment, les valorisations des sociétés ont pris en gros un multiple de moins. Mais les management packages sont toujours au niveau auquel on les fréquentait au mois de juillet. Donc des packages de très bonne qualité. Alors évidemment en valeur absolue, compte tenu du fait qu'on travaille sur un pourcentage souvent de la valeur créée et qu'on part d'une valeur d'entreprise un peu plus faible,
On va peut-être arriver en valeur absolue à des sommes un peu plus faibles, mais les mêmes benchmarks qui s'appliquaient avant le mois d'août continuent de s'appliquer. La raison, elle est assez simple, c'est que on a des sponsors qui cherchent vraiment à faire des opérations, essentiellement dans le mid-cap. Comme vous devez le savoir, il n'y a plus beaucoup d'opérations au-dessus de 500-600 millions d'euros de valeur d'entreprise. Dans le mid-cap, donc les fonds veulent réaliser les opérations. Ils se rendent compte, comme on ne cesse de le répéter, qu'on a une donnée incontournable, fondamentale, qui est le management. Et la négociation sur le package n'a pas été impactée par la crise des marchés. Grosse tendance sur le plan juridique et c'était un point que soulignait Bruno Deschamps, et repris par Noël et Tariq, grosse tendance à l'ouverture à une population encore plus large des packages. La période des années 2002-2003 où on avait une population extrêmement restreinte autour au mieux d'un comité de direction, au pire autour d'un CEO d'un package, est aujourd'hui franchement révolue. On a des populations de plus en plus larges avec des outils d'incentive variés qui vont être à revoir à la lumière de l'actualité fiscale récente. Mais des outils comme les actions gratuites étaient assez en vogue et je pense que malgré l'augmentation des taux de cotisation sur cet outil, elles vont le rester. De même que des créations de FCPE qu'on voit repointer le bout de leur nez depuis ces quelques mois. Donc une grande tendance au partage de la plus-value dans des cercles les plus larges possibles. Un petit dernier mot sur l'actualité fiscale. On a beaucoup parlé de risques fiscaux ou bien de regards perçants de l'administration fiscale sur les package managers. On a entendu dire que Bercy avait créé une cellule spécifique sur les LBO. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que le point que l'on soulignait depuis de nombreuses années, notamment avec Noël, sur l'indispensable valorisation des fameux instruments de captation de plus-value qui étaient les BSA ou actions de préférence ratchet, celles qui permettent d'accélérer l'accès des managers à la plus-value. Cette valorisation, si elle n'est pas effectuée, c'est le point d'entrée de la requalification par l'administration fiscale des gains en revenus d'activité. Donc, indispensable de vous adresser, lorsque vous négociez votre management package, et en tout cas, on ne cessera de le répéter, de vous adresser à un valorisateur qui vous aidera à donner une valeur de marché à ces instruments. Le PEA. PEA, pas PEA, on a eu beaucoup de débats ces derniers temps, de discussions avec les services de la législation fiscale. On a remarqué que l'approche de l'administration fiscale n'était pas cristallisée contre les PEA, à partir du moment où le premier point que je mentionnais, c'est-à-dire la valorisation de ces instruments, était rempli. En d'autres termes, et comme le relèvement du taux d'imposition sur les plus-values de 16 à 18% ne cesse d'accroître l'écart entre de la plus-value dans le PEA et hors le PEA, à partir du moment où les autres conditions du deal sont bien remplies, on recommande assez fortement d'utiliser le PEA. Voilà, c'était ces derniers points. Et je vais laisser peut-être Noël dire quelques mots. Moi, je vais être simple. En conclusion, je vais dire que si vous voulez réussir un LBO, vous avez intérêt à vous mettre au golf rapidement. Mais de façon plus sérieuse, je dirais que ce qui ressort de tous ces témoignages et de notre expérience, c'est un certain nombre de mots-clés. Premier mot-clé, c'est l'ambition et la volonté pour mettre en œuvre un projet. Deuxième mot-clé, c'est l'équipe. Sans votre équipe, vous ne pouvez pas monter une opération de LBO. Et je dirais, troisième mot-clé, c'est la préparation. Donc je vais prendre un petit peu le rôle de l'avocat du diable. Et, c'est pour Henri, alors.
Et en fait, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement c'est une des choses que j'avais retenues que je trouve amusante du private equity de l'année dernière. Je ne sais plus quel intervenant avait dit que le risque en ouvrant le package au cercle N-2, N-3 et pourquoi pas N-4, c'était qu'on se retrouve avec des managers qui se comportaient beaucoup plus comme actionnaires que comme managers. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est vraiment un épiphénomène qui va durer 3 semaines ou est-ce qu'il y a malgré tout un vrai risque, ou est-ce que vous avez constaté déjà un risque de cet ordre ? Alors, nous, on y voit plutôt un bienfait. Et là-dessus, je me replugue sur le message de Bruno Deschamps. Plus une large population de salariés dans l'entreprise se considérera comme actionnaire, plus les intérêts des actionnaires historiques et de ces nouveaux actionnaires seront alignés, plus la création de valeur sera partagée entre plus de personnes. Donc j'y vois un bienfait. Après, le fait qu'une large population de personnes ait une qualité juridique d'actionnaire n'a jamais vraiment empêché des décisions de se prendre par l'effet de la majorité. Donc on n'y voit que des bénéfices. Je n'étais que l'avocat du diable. Bon, moi je vais juste dire 2 mots là-dessus. En fait, il y a 2 catégories, je dirais, de managers et d'investisseurs dans une opération de LBO. On a les investisseurs, enfin les managers qui investissent leur argent, donc qui est le cercle 1 bien évidemment, et souvent le cercle, ce qu'on appelle le cercle 2, donc je dirais le niveau N-1. Et puis dans les grosses opérations de LBO qui se faisaient avant les vacances, on arrivait à avoir un cercle 3 de gens en fait qui avaient un droit au capital sans réellement investir. Donc c'était des instruments qui étaient plus proches des stock options ou une distribution d'actions gratuite que des management packages qui engendraient un investissement et donc un risque pour le manager. D'une manière générale, bien évidemment, je ne vois pas en quoi le fait d'être actionnaire de son entreprise viendrait et ce serait contraire, je dirais, au bon ordre des choses. Bien au contraire, on voit de plus en plus des opérations où une société qui était dans le giron d'un grand groupe performait moyennement, et il a suffi de la sortir du giron du grand groupe pour la faire surperformer au travers d'une opération de LBO. Merci beaucoup.